Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Les non-vaccinés doivent-ils demander des excuses? Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la routine sur cette chaîne. Je remercie tous ceux qui me permettent de me consacrer à la réinformation en me finançant à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur Corinne, Radar et Agnachine. Merci à eux du fond du cœur, ce sont des fidèles parmi les fidèles. Et puis merci pour tous les pouces levés, les gentils messages, plus de 1000 hier, et pour la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. On ne lâche rien. Alors la question du jour, eh bien, elle pourrait être résumée par ce panneau que l'on voyait un petit peu partout dans le monde anglo-saxon. Pas de vaccin, pas d'entrée. En effet, nous avons été discriminés. Nous avons été traînés dans la boue et c'est cela qui est assez insupportable. Apartheid, insultes, bouc émissaire, harcèlement moral et physique, intimidation, perte de travail, blocage de salaire et j'en oublie. Le non-vacciné a subi une violence sans précédent dans un état de droit. Et il avait raison, comme nous l'a bien fait comprendre Jean-François Delfrécy. Véran, Pfizer, McKinsey doivent rendre des comptes et doivent s'expliquer. J'ai souvent rappelé sur cette chaîne les propos indignes des médecins de plateau, des hommes politiques et autres journalistes. Mais si on devait retenir qu'un seul mot, eh bien je choisirais le mot du président de la République en janvier 2022 où il avait fortement envie, dum-dum, je n'ai pas la grossièreté de ce sinistre personnage, les non-vaccinés. Parce que là, on dépasse quelque chose, on n'est plus dans le harcèlement moral et physique, on est dans la persécution. Et cela devrait se traduire en des termes juridiques. Pour une raison simple, c'est que Delfrécy nous l'a expliqué, il savait que le pchout ne protégeait pas de la transmission. C'était donc à ce moment-là pour faire de l'inversion accusatoire. Il chargeait les non-vaccinés de l'échec de leur politique. Oui, cela devrait se traduire en des termes juridiques. Et c'est peut-être aussi pour cette raison que vous êtes très nombreux à m'avoir écrit « ni oubli, ni pardon ». Il y a des collectifs et je pense qu'il faudra en créer de nouveaux pour qu'ils s'expliquent suite aux propos de Jean-François Delfrécy. Et puis ils ont commis aussi d'autres actions particulièrement monstrueuses, c'est ce que nous rapporte Béatrice Rosen, interviewée par Idriss Aberkane. Béatrice Rosen donc fait un parallèle entre la société Perdue Pharma qui est à l'origine de la crise des opioïdes, et la gestion du Covid par Emmanuel Macron. Quel est l'acteur commun entre les deux crises? Vous le connaissez, c'est McKinsey. Lorsque les victimes de Perdue Pharma ont essayé de porter plainte, conseillés par McKinsey, si vous avez vu d'ailleurs la série Painkiller sur Netflix, ils ont accusé donc les victimes d'être des junkies, de dire n'importe quoi. La fameuse inversion accusatoire. Et que s'est-il passé pour les victimes du vaccin? Eh bien, la même histoire. Ils ont été traînés dans la boue, calomniés, ils ont été accusés, paradoxe des paradoxes, pour des gens qui s'étaient fait vacciner, d'être des leaders anti-vax. C'est pour cette raison que Marc Doyer a... J'étais très ému du témoignage de Béatrice Rosen et d'Idriss Aberkane. Témoignage du jour, impossible de retenir mes larmes à l'évocation de mon calvaire. Tout ça m'a détruit, mais ça m'a aussi rendu plus fort aujourd'hui pour les combattre. Je vous mets le lien dans ma description. Et que dire de ces fact-checkers qui ont harcelé les professeurs de médecine qui détenaient les clés de la gestion de la pandémie, qui ont fait en sorte de les ridiculiser, de les traîner également dans la boue. Et en plus, ils ont reçu des deniers publics pour faire leur sale boulot. Et les donneurs d'ordre, eh bien, ils continuent leur sinistre métier. Budget de la Sécu, Borne déclenche à nouveau le 49.3 sur le volet dépenses. Nous ne sommes plus donc en démocratie, il n'y a plus de députés pour s'opposer à cette farce démocratique. Comment s'en étonner? Les députés ont soutenu les politiques honteuses d'Emmanuel Macron pendant la pandémie. Ces mêmes députés ont applaudi Zelensky. La boucle est bouclée. Après avoir échappé à 2 motions de censure ce lundi sur la partie recettes, la Première ministre espère faire adopter sans vote cette deuxième partie budgétaire. Il y a peut-être un terme qui vous a amusé, c'est qu'elle a échappé à 2 motions de censure. Pour échapper à quelque chose, il faut courir un risque. Est-ce que Elisabeth Borne a couru un risque lors de ces 2 motions de censure? Pas le moins du monde, puisque nous avons une comédie qui nous a été jouée plus de 14 fois.
14, 49-3. Vous avez la France insoumise qui dépose une motion de censure qui ne va pas être votée par le Rassemblement national, qui lui-même a déposé une motion de censure qui ne sera pas votée par la France insoumise. Quant aux LR, vous les connaissez, ce sont les supplétifs d'Emmanuel Macron. Alors, on aimerait comprendre pourquoi une telle collaboration des LR avec Emmanuel Macron, parce que ça va finir par tuer définitivement ce qui reste de ce parti. Eh bien, il suffit de regarder ce sondage pour les élections présidentielles de 2027. D'abord, ce que le journal appelle la majorité présidentielle présente essentiellement d'ex-candidats LR, Bruno Le Maire, Édouard Philippe ou Gérald Darmanin. Et le candidat LR que serait Wauquiez ne dépasse pas 5%. Le scénario est presque établi à l'avance. Si vous avez un candidat de la majorité présidentielle, il sera LR, eh bien, le croupion de parti qui restera ira rejoindre un Édouard Philippe, un Bruno Le Maire ou un Gérald Darmanin. Nous constatons que Marine Le Pen est entre 30 et 33% selon les candidats de la majorité présidentielle. Est-ce qu'il y a un candidat patriote? Oui, c'est Nicolas Dupont-Aignan, mais il ne dépasse pas 2%. Voilà où nous en sommes. C'est-à-dire que le camp patriote peut rassembler jusqu'à 50%, mais il n'y a pas véritablement de candidat d'envergure pour rassembler ces 50%. Les choses changeront peut-être d'ici 2027. Et puis, lorsque ce gouvernement veut voter une loi, c'est qu'il veut faire exactement l'inverse. On tient à cet article. Darmanin défend la création d'un titre de séjour pour les métiers en tension. L'analyse de Cercle Aristote, le projet de loi immigration est bien en faveur de l'immigration. On n'avait pas de doute, mais c'est mieux en le disant. Et oui, c'est une habitude de communication. Gérald Darmanin nous explique qu'il n'y aura pas de migrants de Lampedusa en France, et puis nous les retrouvons une semaine plus tard. Pour vendre quelque chose, ils sont prêts au mensonge, et cela fait 6 ans que cela dure. Cela fait 6 ans qu'Emmanuel Macron organise des grandes messes médiatiques pour nous expliquer qu'il va lutter contre la délinquance. Il prévoit des plans avec des milliards, et derrière, il n'y a strictement rien. Mais pourquoi voulez-vous que cela change? Puisque les véritables décisions sont prises à Bruxelles, elles sont prises par l'espace Schengen. Nous sommes aussi tributaires de la CEDH, des lois d'ouverture de l'Union européenne vers plus d'immigration. Tout cela, c'est en effet de la pure propagande. À tel point d'ailleurs qu'Emmanuel Macron, lorsqu'il prononce aujourd'hui un discours, plus personne ne l'écoute. Et je vois même mieux les journaux reprennent quelques éléments de langage, mais ne titrent plus sur lui parce que tout le monde se détourne de ce qu'il dit. Allez, on va ouvrir maintenant la page internationale. Dans le Figaro, une brève. Plus de 420 enfants blessés ou tués chaque jour à Gaza, selon l'UNICEF. Nous avons toujours dit sur cette chaîne que lutter contre le terrorisme était une priorité, mais que nous ne devons pas perdre notre âme. C'est d'ailleurs ce que nous rapporte Ariane Biran. La banalité du mal, c'est l'absence d'empathie. On la justifie toujours par des idées. Mon idée ou ma croyance serait meilleure et justifierait de ne plus avoir d'empathie pour un autre être humain. La suite, s'arroger le droit de sacrifier autrui au nom de ses idées. Oui. C'est ce qui est en train de se passer au grand désespoir des hommes de bien. Alors, quelle est la stratégie d'Israël? Eh bien, selon Georges Malbruno, le but d'Israël est-il de redonner Gaza à l'Égypte? C'est ce qu'il développe. Georges Malbruno explicite les objectifs de l'opération menée par l'État hébreu, fixée pour la première fois par le ministre de la Défense, Yoav Gallant. Oui, ce serait donc de couper en quelque sorte Gaza en deux. Il y aurait une partie qui reviendrait à Israël et l'autre partie qui serait gérée par l'Égypte. Vous savez que l'Égypte, par ailleurs, refuse cette partition et de s'occuper des Palestiniens. C'est d'ailleurs prévu depuis de longue date, comme nous l'explique Média Avenir. Un document du ministère israélien du renseignement suggère d'expulser toute la population palestinienne de Gaza vers le nord de l'Égypte. La première phase du plan proposé consisterait à ordonner aux civils palestiniens de quitter le nord de Gaza. Israël pourrait envisager de lever jusqu'à 32 milliards de dollars pour loger les plus de 2 millions de Palestiniens dans la banlieue du Caire et convaincre l'Égypte d'accepter, selon ce document, un investissement très rentable pour Israël. Gaza fournirait des logements de haute qualité à de nombreux citoyens israéliens.
Je vous laisse seul juge de la possibilité de ce plan. On va revenir sur ce qui s'est passé au Daghestan. Vladimir Poutine a donné une conférence de presse. Ils utiliseront les conséquences destructrices de la guerre au Proche-Orient pour semer la haine, pour pousser les gens dans le monde entier à s'affronter. Oui, la division. Vous avez vu qu'il y a eu donc une opération au Daghestan d'attaque antisémite et manifestement cela avait été coordonné par un service étranger pour créer le chaos en Russie. Et puis vous constatez que tout le monde évidemment s'affronte et plus personne n'est capable de parler avec personne. Cela devient en effet très inquiétant parce que c'est une une technique que nous avons vue pour le Covid ou pour d'autres sujets, monter les Français les uns contre les autres en fonction de leur religion ou de leur culture. Et manifestement, lorsque je regarde les réseaux sociaux, cela fonctionne. Et puis le président russe regrette que les États-Unis discréditent les pays qui appellent à un cessez-le-feu à Gaza. Le dirigeant russe a réitéré la position russe. La clé de la résolution du conflit est la création d'un État palestinien pleinement souverain et libre. Visiblement, les événements de Makhatchala hier soir ont été provoqués par les réseaux sociaux et visiblement par la main des services occidentaux depuis le territoire de l'Ukraine, a-t-il accusé, y voyant une tentative de provoquer des pogroms en Russie, évidemment une véritable tentative donc de déstabilisation. Et ce qu'il y a de désespérant avec la presse aux ordres, c'est l'inversion accusatoire systématique, le jeu très ancien de Moscou avec les islamistes. Mais faut-il rappeler à ces journalistes du Figaro que dans les années 80, qui a fourni des missiles Stinger aux talibans? Qui a créé les talibans en armant justement les tribus Pashtun avec Bernard-Henri Lévy comme ambassadeur? C'est bien les États-Unis. Qui a financé, et je vous l'ai montré d'ailleurs hier dans un document, les terroristes de Daesh ISIS pour lutter contre Bachar al-Assad? C'est bien encore la CIA. Qui, justement, a ouvert un front contre l'influence chiite iranienne, toujours en finançant ces mêmes terroristes? C'est bien la CIA. Et ils viennent accuser Vladimir Poutine, qui a éliminé Daesh de Syrie. Ils sont trop forts, ces journalistes aux ordres, mais ils doivent se préparer à quelque chose, puisque dans la presse américaine ou anglaise, on a ce genre de titre. La contre-offensive ukrainienne est dans une impasse, l'Occident doit se préparer à l'humiliation, autrement dit la reddition. Ça y est, les mots sont lancés dans la presse américaine, cela devrait suivre. Aujourd'hui, pas d'humour, je suis pas d'humeur, j'avoue que les nouvelles internationales me désespèrent un petit peu, j'espère que demain nous aurons de bonnes nouvelles. Je vous souhaite une excellente soirée, à bientôt, au revoir.